Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 157 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui, 11e numéro de notre top 100, la C-Lab. Alors, j'espère que d'ailleurs l'épisode précédent vous a plu, l'épisode avec Bastien, c'est vrai que ça a eu l'air de vous plaire en tout cas. Et moi aussi, je dois dire, même si c'est pas pour me lancer des compliments, mais l'honnêteté et l'ouverture de Bastien étaient vraiment très 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 cool. On a pu parler pendant 2 heures en toute simplicité et en toute honnêteté de son projet, de sa vision, de plein de choses, et je pense que c'est aussi pour ça que l'épisode a marché en fait, tout simplement. Donc voilà. Nous sommes actuellement en plein préparatif de la saison, dernière ligne droite avec un petit mois avant le début de la saison, mais bref, aujourd'hui, 11e numéro de notre top 100. Donc la syllabe, vous connaissez, je pense. La syllabe, un jeu de mots un peu pourri, un si pour le chiffre 100, chiffre romain, et lab pour le Basket Lab. Et donc c'est notre top 100 du Basket Lab, top 100 des joueurs, bien entendu. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a fait une playlist de à peu près une centaine de noms. Et à partir de cette playlist, on prend, au hasard, 5 noms à chaque fois, et on les rajoute au classement. Donc, on construit le classement petit à petit. Et donc aujourd'hui, 11e numéro de cette cuvée, 11e numéro de la syllabe. Donc on a déjà un top 50. Et à la fin de l'épisode, on aura un top 55. Et j'espère que on aura bouclé à peu près la vingtaine d'épisodes avant le petit mois qui nous reste, puisque ça reprend le 24 octobre. Et cet épisode, normalement, est publié aujourd'hui le 27 septembre. Mais bref, et donc pour ça, vous le savez, c'est un top 100 participatif avec plein de mondes de médias différents. Et donc aujourd'hui, on a la chance de recevoir un nouvel invité sur le Basket Lab. Et cet invité, c'est Benjamin de QI Basket. Et je le précise puisque on a reçu il n'y a pas longtemps Ben de Dunk Hebdo, Benjamin Ringuet. Aujourd'hui, c'est Ben de QI Basket que vous connaissez probablement sur les internets. Ben qui se joint à nous pour ce 11e numéro de notre top 100. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, 11e numéro de notre top 100, la C-Lab. Bienvenue dans le Basket Lab. Donc, on se retrouve pour un nouveau numéro de la syllabe. Je crois que c'est le 11e numéro aujourd'hui. Et pour ça, on reçoit un nouvel invité sur le Basket Lab. Aujourd'hui, on reçoit Benjamin de QI Basket. Comment ça va, Benjamin ? Salut, ça va très bien et toi ? Ça va, mais tu sais que là, on est sur une série de Ben en ce moment sur la syllabe. Parce qu'on a déjà reçu Ben de Dunk Hebdo, là, on a Ben de QI Basket, on va voir Ben de l'analyste aussi, donc on est sur une bonne série. Oui, il y en a pas mal, c'est vrai, dans l'univers basket français. Ben ou Benjamin d'ailleurs, tu préfères ? Comme ça t'arrange, Ben c'est très bien. Alors Ben de QI Basket, Benjamin, fan d'Enix, si je dis pas de bêtises. Exactement. Et au niveau de l'actu, promo QI Basket, il y a quelques articles en ce moment. Ouais, j'allais dire là, on est dans la période de préparation des previews qui évidemment va prendre pas mal de temps. Puis on voit pour relancer Twitch et potentiellement d'autres formats et d'autres plateformes si on arrive à aller au bout des projets. Oui. Bon, comme d'habitude, il y aura peut-être le rendez-vous des Twitch, comme tu dis, en début d'année pour les previews. Mais en tout cas, au minimum, il y aura les previews écrites. Exactement. Je pense que ce sera ça, évidemment. Mais en tout cas, je suis content que tu aies accepté cette invitation. Parce que d'ailleurs, c'est la première fois qu'on te reçoit sur le Basket Lab. Merci de l'invitation, ouais. Pour donc la syllabe, ce magnifique jeu de mots pour notre top 100 des joueurs de 2023. Avant qu'on passe à la QV du jour, on a déjà un classement, donc on est à l'épisode numéro 11, ce qui veut dire qu'on a déjà classé 50 joueurs. Est-ce que tu as des remarques sur ce top 50 pour l'instant ? Dans les grandes lignes, non. Alors,
il y a forcément des noms qui interrogent un peu. Alors, je pense que le plus intéressant, c'est le haut du tableau, parce que c'est vrai qu'après, savoir si on met Royce O'Neal devant Dorian Finney-Smith ou le contraire, c'est pas le plus, le plus intéressant. Mais, alors sur le haut, non, en vrai, ça va. Alors, il y a forcément l'interrogation, Harden, enfin je sais pas si c'est une interrogation, mais qui est très haut. Mais moi je suis plutôt d'accord avec ce qui avait été dit dans le podcast qui l'évoquait. Donc moi ça me gêne pas qu'il soit aussi haut. Après sur le tout en haut du classement, non, ça, honnêtement je suis plutôt en accord avec ce qui a été fait. Ok. Moi, je me posais un peu la question parce que la dernière fois, on a classé De'Aaron Fox au-dessus de Rudy Gobert. J'avoue que ça me titille un peu, mais je crois peut-être on en rediscutera au fur et à mesure avec, quand on classera notamment des intérêts défensifs, on fera des comparaisons. Mais c'est vrai que sur James Harden, je pense que c'est une question aussi de pondération, et comme on fait à chaque fois, on dit quelle est la fourchette haute, quelle est la fourchette basse. Bien sûr, ouais. Et que, tu vois, j'ai pas de mal à imaginer non plus quelqu'un qui dirait, qui pondérait de manière différente et qui dirait, en fait, Paul George est moins créateur, mais avec ce côté défensif, moins de compromis. Paul George est au début de ce groupe, entre James Harden, Trae Young, Donovan Mitchell et Paul George. Pour l'instant, il est dernier de ce groupe de 4, mais il pourrait totalement être au-dessus de Harden ou Trae Young. Enfin, voilà, c'est effectivement, mais en tout cas, si on réfléchit en termes de zone, a priori, c'est, voilà, faisons comme ça, en termes de zone, avec une marge d'erreur, on va dire. C'est ça, je pense que les cinq premiers sont assez intouchables. Et après, c'est vrai que là, en parlant de fourchette, il y a une fourchette de 5-6 gars qui sont un peu interchangeables et qui peuvent changer en fonction des discussions et surtout des affinités de chaque personne qui classe, quoi. S'il y en a qui préfèrent l'efficacité au principe même de création, ou qui valorisent la défense, après, ça dépend de chacun. Ouais, alors tu me disais hors antenne, Jamal Murray classé aussi haut à cause de N5, ça c'est pas bien, par contre faudra le baisser. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, sans vouloir trop dévoiler les coulisses. Hein. On a une horde de fans des Nuggets chez QI Basket qui ont en plus des postes hauts postes dans l'organigramme, donc on peut pas trop critiquer tout ça, quoi. Oui, tout à fait. Avec d'ailleurs le chef de QI Basket qui sur sa bio Twitter il est marqué Murray sceptique, mais par contre sa photo de profil c'est Jamal Murray. Donc Jérémy, on ne comprend toujours pas pourquoi. mais bref, non, c'était une blague, hein, sur Jamal Murray et N5 évidemment. Mais donc bon, le classement, ok. Est-ce que sur vu que ce classement est démocratique, j'écoute toutes les propositions, et notamment donc les best of the rest, des noms que je n'ai pas pour l'instant dans la playlist de 110 d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des noms qui te choquaient, qu'ils n'y soient pas, et que tu voudrais éventuellement rajouter à cette playlist pour qu'on en discute un jour à la fin? Alors, je vais pas m'éterniser dessus, parce que le nom qui m'a un peu fait tiquer a déjà été abordé dans pas mal d'épisodes. Donc c'est Franz Wagner, parce que c'est celui qui me semble le plus proche de rentrer dans les 100, parce que tous les autres, enfin, j'ai pas pu regarder un peu tous les autres, mais ceux que j'ai vus étaient avaient soit vraiment très peu de responsabilités, soit des efficacités un peu moyennes, voire basses, soit étaient vraiment unilatérales sur un point de leur jeu, et c'était vraiment très, enfin, c'est pas des cas qui méritent de rentrer dans le top, quoi. Oui, sachant qu'il y a aussi une donnée importante qui est le minutage. Ouais, en plus, ouais. Alors pas total, mais le minutage par match, parce que pour moi ça reflète aussi un certain statut. Il y a pas mal de joueurs très très intéressants, je trouve, dans le best of the rest que je n'ai pas inclus, mais qui ont, mine de rien, plutôt un profil joueur gadget, je sais pas, mais en tout cas qui ne tiennent pas la comparaison face à la liste des 100 où il y a que des mecs qui sont titulaires à plus de 30 minutes par match quasiment, quoi. Donc ouais. Ça peut être l'argument, tu vois. Je pense à des Terrence Mann, à des Nico Batum, bien sûr, ouais, je pense à des Alex Caruso, même, tu vois, même Gabe Vincent qui doit être à 25-26 minutes de jeu par match cette saison. Il y a peut-être le biais des playoffs où il a beaucoup plus joué, mais sur la saison un peu moins. Enfin, bref, ok, bon, donc je souligne d'autant plus alors le nom de Franz Wagner, hein, si j'ai compris. Ouais, ça, tu appuies la candidature. C'est le seul qui semble avoir un rôle assez important, avec les statistiques, l'efficacité, etc., qui permettrait de passer le cut, quoi. Ok.
Efficacité, il faut vite le dire, mais ce n'est pas le sujet du jour. On y reviendra en temps et en heure, mais on va en rediscuter effectivement de Franz Wagner, je pense. Et donc, d'ailleurs, je n'ai pas encore annoncé la cuvée du jour. Aujourd'hui, nous avons du beau monde. T'as eu de la chance, hein. Très belle cuvée. On a du Anthony Davis, on a du Mitchell Robinson, on a du Kyle Kuzma, on a du Klay Thompson et Darius Garland, donc plutôt pas mal. Et donc, question habituelle, avant qu'on en discute un peu dans le détail, comment est-ce que toi, tu t'en es dépatouillé pour les classer les uns par rapport aux autres? Alors, j'ai mis Anthony Davis tout en haut, Ouais, suivi de Darius Garland, ouais. suivi de Klay, et ensuite j'ai mis Mitchell Robinson et Kyle Kuzma pour finir. Ok. Bon, j'avais un peu la même chose de mon côté. Anthony Davis numéro 1, Garland numéro 2 et Klay Thompson numéro 3. J'avoue que j'hésitais et je savais pas trop quoi faire de Kyle Kuzma versus Mitchell Robinson, Ouais. parce que c'est des profils tellement différents qu'il va falloir essayer de gratter un peu plus. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire, bien sûr. Donc, allons-y si tu veux bien. Tiens, allons sur Klay Thompson en tant que premier joueur à aborder, premier cas. Un cas aussi compliqué, d'ailleurs. 33 minutes de jeu par match pour Klay Thompson, si je te fais un peu le topo. 33 minutes, 69 matchs, si j'arrive à m'en lire. 99 de true shooting plus, donc moins 1% d'efficacité par rapport à la moyenne NBA. Donc, pas non plus grande saison d'efficacité pour Klay Thompson. Sur 26% d'usage, un volume de grosse deuxième option d'équipe, on va dire. Pour te lancer, c'est vrai que je commence un peu à le dire, mais saison pas si facile que ça pour Klay Thompson en 2023. Ouais, c'est un peu un cas particulier parce que c'est vrai son profil. En fait, il a pas vraiment évolué son profil sur cette année par rapport à ses tops années, mais en fait tout est un peu, voire beaucoup moins bien que les années de top. Alors forcément, maintenant il commence à être un peu plus âgé. Il y a la double blessure qui l'ont pas mal handicapé, et c'est la première saison pleine qu'il refait depuis sa blessure, parce que si mes souvenirs sont bons, il revient au cours de saison l'année passée. Ouais. Donc ce qui conserve malgré tout, et que je pense qu'il aura toute sa vie, c'est son jeu off-ball, son catch and shoot à 3 points, enfin même son shoot à 3 points, parce que je crois qu'il est autour de plus de 40% encore cette année. Donc ça reste quand même plutôt qualitatif. Par contre, un peu tout le reste de son jeu qui faisait de lui un poste 2 très intéressant. Donc il allait beaucoup plus au panier que certains autres catch and shooters de la décennie 2010. Bah ça, c'est un peu drastiquement baissé, en niveau de pourcentage, quoi. Et donc ce qui donne, c'est ce true shooting plus à 99 qui est vraiment en deçà de ses meilleures saisons. Oui, tout à fait, parce que d'ailleurs même en carrière il est à 105, donc plus 5% par rapport à la moyenne. Et à la limite, même la moyenne n'est pas tellement représentative, parce qu'en fait si on prend ses bonnes années, on va dire entre le moment où il explose et sa blessure, donc entre 2015 et 2019, on est sur des saisons à plus 9%, plus 7%, plus 10%, plus 11%. Voilà, c'est quand même des marques assez impressionnantes. Et là, comme tu dis, l'an dernier, on met un peu entre parenthèses, c'est une trentaine de matchs, mais là, on est sur un niveau d'efficacité, un niveau d'inefficacité même qui est assez inhabituel dans son cas, et qui, je te rejoins aussi avec ce côté, c'est d'autant plus particulier qu'il est encore hyper efficace à 3 points, quoi. C'est pas comme s'il avait une panne dans son jeu sur ce qu'il fait de bien et que donc ça affecte un peu son efficacité globale. Il est encore à 41% à 3 points sur plus de 10 tentatives par match. Bon, voilà, c'est assez énorme. Avec en plus, certes, il est 9 paniers sur 10 à 3 points de Klay Thompson sont assistés, mais ça ne veut pas dire que c'est les pieds dans le ciment, comme on dit, ou créé totalement par autrui. Il y a aussi du jeu en mouvement et du shoot en mouvement, donc il y a un peu de création, on va dire, indirecte. C'est pas que du catch and shoot dans le corner à la PJ Tucker, peut-être, mais c'est vrai que par contre, donc on a cette efficacité à 3 points qui est très intéressante, mais à 2 points, on a une chute assez vertigineuse, qui, je pense, comme tu dis, est un peu liée aux blessures. Mais tu vois, sur tous les tirs à 2 points, on est à 47% à peine, alors que dans ces belles années, il était à 50, 51, 52, 53% sur les tirs à 2 points, et sachant aussi que la moyenne NBA a beaucoup évolué depuis cette époque-là en plus, donc la chute est d'autant plus grande si on la compare relative à la moyenne et au contexte de jeu. Et effectivement, enfin tu le disais, hein, mais ces grosses blessures font que
il a peut-être plus la même explosivité ou vivacité en tout cas, parce qu'il a jamais été vraiment explosif, mais il a plus la même vivacité à aller au panier notamment. Ouais, c'est ça en fait. Alors j'avoue que les shoots mi-distance, j'ai pas trop regardé. Par contre, moi ça m'intéressait son drive parce que j'avais un souvenir de Klay qui était quand même assez puissant, explosif, etc. pour aller driver. Et j'ai regardé dans ses meilleures années, il était autour de 65% en pourcentage de finition en drive. Là, il était cette année à 57%. Donc c'est quand même une baisse significative. Et oui, ça s'explique par les blessures, je pense tout simplement. C'est que l'âge plus les blessures, ça n'affecte pas trop son shoot parce que la qualité de shoot restera. Par contre, tout ce qui est premier pas, tout ce qui est accélération et juste monter physiquement au panier, malheureusement quand il tombe sur des pivots qui ont 22, 23, 24 ans et qui maintenant il peut plus faire ce qu'il faisait avant, quoi. Oui, c'est ça, c'était comme tu dis, alors ça n'a jamais été un driver d'élite, mais comme tu disais, par rapport à des catch and shooters un peu classiques, il avait de la taille, il avait un peu de dribble pour aller au panier, etc. Donc c'était plus que du Steve Novak ou du Chris Copeland, clairement. Ouais. Mais non, il avait un peu de diversité, mais là il a un peu perdu de par les blessures et c'est assez logique. Je sais que pas mal de fans des Warriors aussi sont un peu frustrés par un certain côté, de rôle peut-être, ou de prise de responsabilité, dans le sens où on le voit aussi pas mal faire un peu plus de pull-up ou de tir de création un peu. Et ça, il peut le faire, il a toujours été capable de le faire, il le faisait déjà sous Mark Jackson, qui encourageait pas que Klay Thompson, mais même Harrison Barnes à créer pour lui-même. Merci Mark Jackson, mais mais je crois que la meilleure version, je dis ça aussi pour ça, la meilleure version qu'on ait vue de Klay Thompson, c'est un peu celle qui est 3e, 4e option, de vraiment le finisseur ultime en fait. À l'époque, Curry et Durant, on était vraiment sur quelqu'un qui jouait sans ballon. Je crois qu'il fait son match à 60 points en 11 dribbles ou un truc comme ça. Voilà, ça c'est un truc assez parlant quoi. Le mec, il met 60 points en 11 dribbles pour dire à quel était son profil. Et je sais que pas mal d'observateurs, notamment des Warriors, se disent finalement avec l'ancienneté qu'il a, Kevin Durant n'est plus là, il est un peu plus haut dans la hiérarchie. Il y a aussi peut-être un côté perte d'efficacité qui est dû à une sélection de tirs, non pas mauvaise, mais peut-être parfois un peu plus contestable, peut-être. Ouais, c'est très bien résumé. C'est quand il était 3e option derrière KD et Curry, on pouvait voir le plein potentiel. Il pouvait explorer toutes les brèches qu'on lui créait. Maintenant, c'est aussi à lui d'en créer un peu et de se créer ses propres tirs. Et en effet, c'est pas là où il est le meilleur, quoi. Ouais. Oui, puis sachant qu'en plus, il fait de la création, mais il a pas non plus de passing. Il a pas ce côté création collective. Donc, quand il commence à faire son isolation, a priori, tu sais que ça va être plutôt pour lui, quoi. Donc, il y a ça aussi qu'on a obligé de souligner. Et au niveau de la défense, comment tu l'as trouvé, toi, du coup, en ce retour de blessure? Alors, moi, j'avais écouté ce que vous aviez dit lors de la centaine et j'étais plutôt d'accord. J'étais plutôt d'accord sur ce qui avait été dit, notamment sur la différenciation entre sa défense off-ball et on-ball. En fait, je pense que off-ball, ça reste pas ce n'est toujours pas le très très haut niveau. Enfin, c'est un bon défenseur, mais c'est pas excellent. Et on-ball, il subit comme en attaque, en fait, le poids des années, des minutes, parce que c'est vrai on l'a pas précisé, mais il a quand même beaucoup joué sur les années avant la blessure, et l'âge, en fait. Et donc, il est plus aussi fort on-ball qui compensait ses défauts off-ball. Donc, ça ne sera jamais un poids défensif, comme certains autres guards peuvent l'être. Par contre, ce n'est plus le top défenseur qu'on a connu au moins en handball. Oui. Et comme tu dis, en plus, le côté loin du ballon, il y a toujours eu des petites erreurs, mais effectivement, avec l'âge et les blessures, même le côté on-ball, je trouve, peut être un peu plus friable, mais on n'est quand même pas à un niveau mauvais du tout, hein, voire même... oui, c'est ça, voilà. Voire même pas moyen, je trouve qu'on est moyen plus quand même, voire même largement positif sur certaines séquences ou certains matchs. Et là encore, c'est toute la force de Klay Thompson, c'est ce côté shooter, mais contrairement aux autres shooters un peu gadget, lui il a ce profil de taille et une certaine polyvalence aussi face au ballon, qui est assez intéressant. Donc même en mettant les nuances de un peu moins bon, peut-être un peu plus irrégulier cette année,
Je pense qu'il y a encore ce côté-là qui est assez intéressant. Est-ce que si on a tout dit, tu m'arrêtes hein, s'il y a des choses qu'on veut rajouter sur le profil de Klay Thompson, mais en ayant dit tout ça, où est-ce qu'on l'imagine du coup dans le classement? Alors, c'est un cas un peu compliqué parce que, alors, je retrouve juste où je l'ai mis, mais Aaron Gordon, Miles Turner, Wendell Carter, cette zone entre 20 et 30. Ouais. Alors, je sais pas exactement où, parce que c'est en fait le souci, c'est que c'est des cas tellement différents entre Miles Turner et Klay Thompson, par exemple. Il y a très peu de points communs, de points à comparer. Mais je l'imaginais entre 20 et 30. Ouais. Je le voyais pas au-dessus de Aaron Gordon par rapport à son année, je trouve quand même. Et après en fourchette basse, je sais pas, moi je pensais autour de Marcus Smart, je pense. Ouais. Effectivement, j'avais un peu en fourchette basse Marcus Smart, mais c'est vrai que finalement, non, donc, il y a quand même une différence d'efficacité tout de même. Klay Thompson, il est moins efficace que d'habitude, mais il est quand même au niveau de la moyenne, alors que Marcus Smart, c'est pas le cas. Mais ouais, non, je suis d'accord, et j'avais aussi un autre point de repère qui était en cette zone. On a Desmond Bane, 22 actuellement, qui est aussi dans ce profil un peu créateur de jeu indirect, mais qui le fait de manière efficace et qui, je trouve, avec encore plus de mouvement, peut-être un peu. Enfin, voilà, je pense qu'offensivement, on a une meilleure saison côté Desmond Bane de par l'efficacité. Et après, c'est vrai à quel point est-ce que la défense peut jouer aussi. Je sais pas, mais ça me va de le mettre derrière Aaron Gordon. Du coup, tu parlais de ça? Ouais, j'aimais bien l'idée de le mettre derrière Aaron Gordon, parce que quand même là, Aaron Gordon, il sort d'une quand même très grosse saison, que ça soit d'un côté du terrain ou de l'autre. Ouais, moi j'aime bien l'idée de le mettre derrière Gordon. Après, la conversation, ça peut être au-dessus ou en dessous de ce groupe d'intérieurs défensifs qu'on a là, des Miles Turner, Carter Jr. et Al Horford, qui ont de l'importance parce que défense du panier qui est très, très importante, justement, pardon, et qui en plus sont efficaces. Je sais pas à quel point. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Que ça soit au-dessus ou en dessous, en soi, moi ça me dérange pas. Après, c'est vrai que la défense intérieure, c'est quand même quelque chose de très très important, et puis ils ont chacun leur particularité. Il y en a qui shootent, Turner, il apporte du spacing. Carter Junior, il est connecteur. Alors Ford, c'est un peu un mélange de tout. Après, donc il peut être derrière vu qu'il y a une question d'apport défensif intérieur des trois gars, et qui sont forcément, ça rentre forcément plus en compte que la défense extérieure de Klay, plus vu que son efficacité n'était pas, Klay n'était pas top cette année. Ça peut se comprendre de les mettre derrière, hein. Honnêtement, moi, que ça soit juste devant ou juste derrière, ça me gêne pas du tout, peu importe. Sachant que j'ai perdu ce que j'allais dire, mais non, par rapport au volume, surtout au volume de création, ça pourrait être l'argument inverse, c'est de se dire, ouais, c'est vrai. Ils sont sympathiques avec leur défense, mais en même temps, ils ont des volumes très 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 modestes, quoi. C'est pas comme si on le comparait avec des défenseurs un peu plus, tu vois, des Jamorant, des Jaren Jackson par exemple, qui fait quand même plus en attaque. Mais ok, bah faisons comme ça alors. Mettons-le derrière les défenseurs, et on prendra les avis. On prendra les avis aussi. Je sais pas, j'avoue que j'hésite là, au-dessus, en dessous. J'en ai aucune idée. C'est vrai que ça fait bizarre de le voir derrière quand même, hein. Ouais, allez, mettons-le au-dessus. Mettons-le au-dessus. Ouais. Mettons-le au-dessus, prime à la création offensive, alors. On peut faire comme ça. Mais en tout cas, on est grosso modo dans cette zone avec la marge d'erreur, on va dire. Ok, très bien, ça me va. Ça me va. Et donc, petit quiz pour terminer, petit trivia. Qui est sur le terrain au moment d'une action marquante de cette saison? Mais sauf que tu tombes sur le quiz un peu particulier, puisque Klay Thompson n'est pas sur le terrain au moment de l'action marquante que j'ai retenue. Nous sommes le 19 mars 2023. Nous sommes à Memphis. Est-ce que ça te parle? C'est le fameux moment de la saison où il dit non mais j'ai 4 bagues, tu sais, c'est à Dylan Brooks qui dit 1, 2, 3, 4. Ah oui. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment où, depuis le banc, Klay Thompson dit les mecs, moi j'ai 4 bagues? Alors, on va le faire d'abord Warriors, donc Curry.
Non, on est dans un garbage time. Non, bah oui, on doit être enfin de garbage time. Ok. Bah ça va être marrant là. Di Vincenzo. Non, pas sur le terrain, non. Ah ouais, ok. C'était vraiment le garbage time très profond. Kuminga. Oui, Kuminga est là. Kevin Looney. Pas Kevin Looney, non. Jordan Poole. Jordan Poole est là, oui. Qui est-ce qu'ils avaient d'autres? Quelqu'un qui n'est pas toujours d'humeur. Ça te parle, ça? Alors là, non. Quelqu'un qui est pas toujours dans le mood. Si on le dit en anglais. Comment il s'appelle le poste 4 là? Moody. Je me rappelle plus son. Moody, son je te l'accorde. Moody, ouais. Exactement. Celui qui est de la même draft que Kuminga. Ouais, Ensuite, on a quelqu'un qui est un agneau. En tout cas, c'est la traduction littérale de son nom. C'était quoi ça? Alors... Petit intérieur qui s'appelle Anthony. Anthony comment? Non, je l'ai pas. Non, c'est Anthony Lemb. Ah oui, ok, j'avais pas la traduction. Je savais même pas qu'il y avait un Anthony Lemb aux Warriors. Et okay. Après, le dernier, ça va être encore plus dur alors. Je sais pas trop comment te le faire deviner. C'est un Patrick. Ça te dit quelque chose, un rookie qui s'appelle Patrick, qui depuis a été échangé d'ailleurs. Patrick quelque chose junior. C'était Patrick Baldwin. Junior. Ah, Baldwin, ouais. Ah, ouais. Si. Ouais. Celui-là, j'aurais pu l'avoir. J'avais plus que Lemb. Je savais même pas qu'il existait. Ok. Et donc, ça va être sympa côté Memphis. Donc, alors, si c'est Brooks, il n'était pas sur le terrain quand il s'est fait le trash talk. Ah oui. Donc, qui est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a Tillman? Non, il n'y a pas Tillman, non. Ok. Alors, Memphis, ils avaient qui au fin fond de leur roster? Si je te dis espagnol. Ouais, c'est dur. Hein. C'est pas le plus simple celui-là. Ah, c'est le plus dur même. Il a un prénom de saint. Ça te dit rien? Saint, Santi. C'est Santi Aldama. Ah, ok. Oh là, Santi Aldama. Mais ils ont joué 10 minutes en cumulé, tout cela. Ah oui, tout à fait, ouais. tout à fait. On a un intérieur rookie connu pour le poste bas, un espèce de cube qui est sur des tournois de jeunes. Qui est Kenneth Lofton. Exactement, Kenneth Lofton. On a pareil un rookie 3&D qui avait été drafté, je crois que sur de Wake Forest, un truc comme ça. Ah oui, je l'ai. On dirait un nom d'affranchi un peu. Oui. Exactement. La Rivia, non. La Ravia, je te l'accorde. La Ravia, voilà. La Ravia, je te l'accorde. On a aussi quelqu'un qui était un peu plus dans la rotation, cela dit, qui était un espèce de poste 3 qui peut à peu près tout faire, très bon passeur, qu'on aime bien sur le Basket Lab, que Tom de Dunk Hebdo aime beaucoup aussi. Ah, mince, Konchar. Exactement, Konchar. Et puis le dernier, c'est encore un rookie. Mais alors, ce n'est pas Joey, ce n'est pas Ross, ce n'est pas Rachel, ce n'est pas Phoebe, ce n'est pas Monica, c'est... J'ai jamais regardé Friends, je suis désolé. Bon, alors si je te dis les crêpes, est-ce que tu l'as? Oui. Kennedy Chandler, c'est pas ça? Exactement, Kennedy Chandler, tout à fait. Voilà. Honnêtement, j'en ai écouté des quiz de tes émissions. C'est un des plus durs que j'ai vu de ma vie quand même. C'est le plus dur, clairement. C'est tombé sur toi. C'est à cause de Klay Thompson, on peut le dire. Ah ouais. Tiens, allons sur Kyle Kuzma, un autre cas assez compliqué et assez intéressant, cela dit. Kyle Kuzma, 35 minutes de jeu par match, 64 matchs cette année, 94 de true shooting plus, donc moins 6% d'efficacité par rapport à la moyenne, sur un usage de 28%, donc assez gros volume de responsabilité, mine de rien, cette année pour Kuzma. C'est vrai que pour te lancer, peut-être la difficulté, c'est d'arriver à juger que Kuzma, notamment dans le contexte de Washington, qui n'était pas idéal.
Ouais, c'est ça en fait, c'est que c'est tous les mecs qui sont passés par Washington, c'est un peu dur de les juger. Il avait quand même pas mal de responsabilités, Kuzma. Est-ce qu'un quand un gars comme Kuzma dans ton équipe, je crois que c'est celui qui avait le deuxième plus gros usage. Quand c'est Kuzma dans ton équipe qui a le deuxième plus gros usage, c'est que je pense ça se passe pas très très bien au niveau de ton roster. Donc c'est vrai que c'est un peu dur de juger. Alors j'ai pas l'efficacité sous les yeux. Tu m'as dit qu'il était à 94. ouais, 94. C'est ce que j'avais, mais je pensais que j'avais fait une faute de frappe. Donc c'est vraiment c'est vraiment une saison compliquée parce que je pense, tout simplement, il avait trop de responsabilités il a trop de responsabilités pour le joueur qu'il est, quoi. Voilà, il prend beaucoup de tirs à 3 points pour une réussite, je crois que c'était 33%, un truc comme ça, Ouais. pour quasiment 6 tirs tentés avec beaucoup que ça soit catch and shoot ou pull-up. En fait, c'est dur à juger parce que c'est le joueur qui t'apporte peu sur le terrain, que ça soit offensivement ou défensivement, mais qui quand t'as personne pour prendre ses shoots, faut bien que quelqu'un les prenne, quoi. Et je pense que c'est un peu le profil de Kuzma dans une faible équipe, quoi. Oui, c'est ça. C'est quand t'as personne pour prendre les tirs, il les prend, et donc c'est bien, mais ça marche que dans des équipes qui sont pas forcément hyper fonctionnelles ou d'élite, en tout cas. Ouais. Parce que, comme tu dis, c'est pas un profil qui peut convenir et apporter beaucoup de valeur sur des belles équipes construites autrement, mais c'est un peu toute la difficulté du cas de Kyle Kuzma, c'est ce côté scoreur, pas trop de passing, pas trop de création collective et tout, scoreur, mais scoreur sur des tirs difficiles et avec une efficacité qui n'est pas très intéressante en fait. Et encore là, on parle du joueur en général, mais en plus, si on juge 2023 comme on doit le faire aujourd'hui, c'est vrai que le niveau d'inefficacité est à noter, quoi. Il a jamais été plus efficace que la moyenne au niveau du scoring, parce que voilà, c'est ce profil de scoreur qui aime bien un peu avoir des accents de go-to-guy par moment, mais qui a pas l'efficacité. Mais 94, on est sur son pire score en carrière d'assez loin, et forcément, il y a quand même beaucoup de valeurs qui fuient de par ce côté. Je prends beaucoup de tirs, mais je suis pas capable d'avoir un rendement intéressant, quoi. Pour moi, c'est un peu le problème de Kyle Kuzma qui est un scoreur, mais pas un scoreur intéressant, parce que tu lui donnes des ballons et tu vas même pas avoir un rendement. On parle pas d'élite, on parle pas d'excellent ou même de très bon ou de bon. Là, on a carrément un rendement négatif et assez loin de la moyenne, très très inefficace. Donc ça peut être assez problématique. La valeur, peut-être, on peut aller la chercher sur ce côté, comme tu dis, oui, mais en même temps, quand il y a personne, il faut bien que quelqu'un les prenne, ces tirs. mais c'est vrai que c'est compliqué, quoi. En fait, c'est ça la question, c'est à quel point on pondère juste le fait d'être le gars qui prend les tirs, quoi. Parce que s'il avait cette efficacité dans une équipe de meilleur calibre, il jouerait beaucoup moins, il aurait beaucoup moins de responsabilités, et comme tout autour de juste le fait de prendre les tirs, c'est pas un joueur excellent, c'est pas un créateur pour les autres de haut niveau, c'est pas un défenseur de haut niveau, c'est pas un catch and shooter à 3 de haut niveau. Donc en dehors de juste prendre les tirs, d'en mettre quelques-uns de temps en temps, il a pas trop de points positifs, quoi. Mais la question, c'est, est-ce que juste le fait d'être le gars qui prend ses tirs dans une équipe faible, ça a de la valeur? C'est ça la question. De mon côté, j'ai envie de te dire pas trop, même plutôt pas du tout. Mais après, je comprends que certains le mettent plus haut parce que il est à 94 d'efficacité, donc il est pas efficace, mais quand même il en a mis quelques-uns, et puis comme tu l'as bien dit, c'est des shoots pour la plupart plutôt compliqués, où il essaye de se créer tout seul le tir dans des endroits, des positions pas forcément évidentes, quoi. Donc faut savoir comment on le pondère. Le problème, c'est que c'est un joueur qui, quand il n'a pas la balle, peut exister, mais il est pas si intéressant que ça off-ball, en fait, parce qu'il a un petit 3 points, mais c'est pas la folie. Il y a pas non plus du cut, il y a pas de la verticalité, il y a pas de capacité à jouer comme un big. Donc sans le ballon, c'est pas très intéressant, et même avec le ballon, c'est pas très intéressant parce que il y a ni l'efficacité pour lui-même, ni la création de jeu collective pour autrui. Donc
ça peut être un peu embêtant effectivement. Et tu vois, si on s'amuse à faire un peu des filtrages, minimum 1000 minutes et minimum 28% d'usage, ça donnait 42 joueurs cette année en NBA qui répondaient à ces critères, donc un minimum un gros usage comme lui, et donc il était 37e sur 42 à l'efficacité, 37e sur 42, c'est problématique, et surtout quand on rajoute un deuxième critère qui est le ratio de playmaking, c'est-à-dire le nombre de fois où il fait des passes par rapport à son nombre de ballons, on combine un peu les deux. Et donc lui, il a un assez mauvais score sur ce côté passing et création pour autrui. Il est à peine à 0,60 de ratio. Le chiffre, on s'en fiche, mais en gros, on s'en sert de critères et on voit que du coup, il y a que 3 joueurs qui répondent à ces critères de aussi peu passeurs et aussi peu efficaces. Il y a Paolo Banchero, Jalen Green et Kyle Kuzma. Donc on est vraiment sur des profils peu intéressants, effectivement. Et surtout que, je sais pas ce que tu en penses, mais la défense, je dirais pas qu'on est sur du catastrophique, mais on est plutôt proche de la moyenne que sur du gros positif, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que avec tous les points négatifs qu'on vient d'évoquer sur son côté offensif, on pourrait se dire bon, il y a peut-être un peu de défense quand même pour compenser et puis pour le faire un peu monter dans le classement à la fin. Mais comme tu l'as dit, il est on va dire neutre pour rester un peu poli sur son aspect défensif. Enfin, après, il a l'avantage quand même d'avoir un physique quand même plutôt enfin dans la NBA actuelle plutôt intéressant. Il peut défendre pas mal de postes, mais il le fait pas de façon exceptionnelle, quoi. Ça reste un joueur moyen défensement. Ouais. Je suis d'accord et je crois que si on transitionne vers le classement, je crois que tu m'as convaincu, effectivement. Je pense qu'on va être vers le bas du classement et plutôt sur le dernier de la QV, en effet. Où est-ce que tu le projetterais, toi? Alors moi, je le projetais très 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 bas. Ouais. Au premier abord, j'étais autour de, je savais pas trop au niveau de Hayward, guidé Buddy Hield, quoi. Dans cette zone-là, je me disais Hayward, il a quand même un côté facilitateur de jeu quand même un peu plus marqué que Kuzma. Après, avec les deux, donc je le voyais en dessous. Après, Guidi et Buddy Hield, j'avoue que je sais pas trop exactement où le situer par rapport à eux, quoi. Et par rapport à RJ Barrett, toi le fan d'Enix? J'ai pas voulu me prononcer dessus. Je me suis dit, mets-toi cette question de côté parce que ça va te faire mal. Alors, honnêtement, je pense que Barrett, il a quand même des avantages physiques, au moins physiques pour la défense, un peu plus fournis que comment il s'appelle, Kuzma. Mais après, c'est vrai que niveau shoot, c'est même pire que Kuzma. J'ai pas regardé l'efficacité de Barrett, mais ça doit pas être très 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 haut. La création pour autrui, elle n'est pas forcément là non plus. Donc je comprendrais que Kuzma reste devant. Moi, je pense que je mets quand même aussi devant Kuzma, et puis comme ça, on va pas m'accuser d'être un fan d'Enix qui ne sait pas juger ses propres joueurs. Disons que RJ Barrett a quand même montré en playoff qu'il pouvait être intéressant et fonctionnel. Mais après, à quel point est-ce qu'il faut prendre ça en compte, ou enfin beaucoup le pondérer, je veux dire, je sais pas, parce que c'est un contexte particulier, c'est un échantillon minuscule, et tu vois, le problème que j'ai avec Barrett, c'est que Barrett est encore moins efficace en termes de scoring. Il a carrément moins 10 ou moins 9, je crois, là où Kuzma n'est que à moins 6, moins 6% par rapport à la moyenne. Mais après, l'avantage, c'est que je pense que défensivement, il est un peu plus intéressant aussi, Barrett, comme tu disais. Peut-être aussi un peu plus intéressant en termes de création collective. Mais Kuzma, tu peux te dire, bon, il y a quand même un catch and shoot, il y a quand même un peu plus viable à 3 points et à combiner avec d'autres joueurs. Et Barrett aussi, il y a la question que ça reste une troisième option. Alors que Kuzma, comme on l'a dit, il avait quand même plus de responsabilités. Je pense que après Bradley Beal, ça doit être celui qui devait être le plus ciblé quand on faisait un scouting des Wizards. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui l'ont fait, mais je pense que ça devait être lui. Donc c'est vrai que l'efficacité pour une troisième option de Barrett sans vrai shooting extérieur, c'est quand même plutôt pénalisant, quoi. Donc
Donc Ok. c'est vrai que comme on l'a dit, enfin comment il s'appelle, Kuzma, on peut au moins lui reconnaître ça, c'est que il prend les shoots qu'on lui donne, même si c'est pas efficace. Mais bon, faut bien que quelqu'un se sacrifie dans cette équipe, quoi. Oui. C'est ça, et je pense que si je suis une équipe, je préfère avoir Josh Giddey ou Buddy Hield, qui sont des profils largement imparfaits, Ouais. qui n'ont pas de création de leur propre tir sur isolation ou sur pick and roll, mais qui peuvent apporter des éléments positifs et très positifs sur certains endroits. Je suis pas sûr que ça soit le cas de Kyle Kuzma, en tout cas sur sa saison 2023, on parle pas dans l'absolu, hein. On l'a déjà vu dans des bonnes équipes fonctionner. Mais là, dans ce rôle-là, c'est vrai que j'ai tendance à pénaliser l'inefficacité sur des gros volumes. Donc, ok, ça me va, mettons-le là. De toute façon, si on fait rentrer des Franz Wagner et des Trey Murphy, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont se retrouver un peu derrière. Ok, bah faisons ça. Et donc, petit quiz pour finir. Plus facile, hein, ne t'inquiète pas. Là, t'as eu le gros, le gros difficile d'entrée. Nous sommes le 12 janvier 2023 et c'est un buzzer beater de Kyle Kuzma contre les Bulls. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de cette action marquante de 2023? Alors, donc contre les Bulls, t'as dit, donc on va commencer côté Washington. Alors, Monte Morris, Oui. Bradley Beal. Bradley Beal, non. Nous avons deux Non. meneurs. Ok, alors c'était qui le deuxième? Bon, je vais faire les autres d'abord. Kispert. Non, pas sur le terrain, non. Avidia. Oui, il est là, lui. Jack, donc Kuzma en 4. Daniel Gafford. Pas Daniel Gafford. À l'intérieur, nous avons le neveu, le chouchou, le porte-bonheur de Tom Thibodeau. Il l'amène partout. Ah, il joue encore Taj Gibson. Exactement, Taj Gibson. Je viens de me dire, j'ai eu un flash, je me suis dit, mais il joue encore au basket, lui. Ok, et donc il manque un meneur, je crois. Ouais, il te manque un meneur backup qui a fait du Dallas, du Toronto. Delon Wright. Exactement, Delon Wright. Ok, et côté Bulls, donc on va prendre les classiques, Lavine, DeRozan. Zach LaVine est là, DeRozan n'est pas là. Ok, donc alors je sais pas si c'était dans la suite si c'est juste une possession défensive, il doit y avoir Caruso. Exactement, Caruso, c'est lui qui est sur Kuzma. Ok. Est-ce que il y a, alors je me rappelle, je vais sûrement écorcher son nom, mais Ayo Dosunmu. Non, pas sur le Non. terrain. Ok. Donc Vucevic. Vucevic est sur le terrain, oui, tout à fait. Comment il s'appelle? Patrick Williams, non? Patrick Williams est sur le terrain, en effet. Et il me manque Mamba Mentality, si je te dis ça. Ça te parle ou pas? le Mamba Mentality. Non, ça me dit rien pour. Ça te parle, le joueur des Lakers qui avait le numéro 8 et le numéro 24? Oui, non, oui, lui, il me parle, mais ah bah oui, si, comment il s'appelle, Kobe White. Exactement, Kobe White. Il ne s'écrit pas du tout pareil. Mais, on trouve les indices qu'on trouve, hein. C'est pas toujours de très bonne qualité. Donc voilà qui est sur le terrain au moment de cette action marquante qui a marqué la NBA, Kyle Kuzma. Donc je crois que Washington a assez peu marqué la saison, malheureusement. Mais bref, avançons. Troisième joueur du jour, on peut aller sur Mitchell Robinson. Tiens, d'ailleurs, toi, le fan des Knicks, tu vas pouvoir nous aider sur son cas. 27 minutes par match pour Mitchell Robinson, 59 matchs cette année, 112 de true shooting plus, donc plus 12% par rapport à la moyenne d'efficacité, sur un usage, évidemment, un volume très très réduit de 10%, donc très très modeste. Mais en même temps, c'est ça aussi, pour te lancer le profil de Robinson, c'est que c'est pas du tout un scoreur, mais c'est quelqu'un qui peut apporter, mine de rien, plein d'autres choses sur le terrain. Ouais, c'est ça. C'est au moment de comment dire quand tu m'as envoyé les 5, instinctivement, pardon, je l'ai mis à la fin. Je me suis dit voilà, c'est juste le joueur de complément. Les autres prennent quand même une certaine propension à la création, au shoot ou peu importe. Et en commençant à fouiller un peu plus, c'est vrai que Mitchell Robinson, il a plein de points positifs.
Bon, déjà, défensivement, c'est un rim, il fait de la rim protection de haut niveau. Il a eu, quand il était plus jeune, pas mal de soucis de faute à ce niveau-là, qu'il a quand même pas mal corrigé. Alors, je pense que ça fait maintenant 2 ans, mais donc cette année, ça reste dans le même moule. Donc ouais, il est hyper fort en rim protection. Il peut il peut résister un petit peu au switch. Alors pas forcément, c'est pas forcément le mec le plus adapté pour résister, mais il sait le faire. Et puis même, j'ai le souvenir de plusieurs actions où il arrivait à contrer des gars à 3 points. Quand il prenait le switch. Donc oui, c'est vrai que défensivement, c'est un très haut, un très bon défenseur. Et moi, c'est vrai que la protection d'Arceau, c'est quelque chose que je valorise pas mal quand faut faire un classement et quand faut choisir entre un gars ou un autre, quoi. Et à quel point, justement, tu le trouves bon au niveau de la protection du panier? Alors, j'ai pas les stats sous les yeux, mais j'ai l'impression quand même que il faudrait peut-être qu'il s'épaississe un petit peu, parce qu'il y a certains meneurs qui arrivent, enfin meneurs ou arrière ou peu importe, qui arrivent quand même à prendre le contact avec lui et finir, mais son sens du timing est de mieux en mieux. Il y a pas mal de fois où il arrive à laisser passer le garde et le contrer contre la planche par derrière, des choses qu'il ne faisait pas forcément avant. Et puis même juste déjà, comme j'ai dit, cette gestion des fautes, à juste rester vertical et ne pas trop bouger. Enfin, ce qu'il faisait pas avant. Il mordait à toutes les feintes, tous les contacts, il y allait, et il finissait à 3 fautes au milieu de deuxième quart-temps, quoi. Donc je pense qu'il s'est pas mal amélioré. Après, en comparaison avec les autres pivots, alors dans le classement, je vais me remettre le classement sous les yeux, mais il est quand même plus athlétique que certains, par exemple que les Al Horford ou même Wendell Carter. Il est quand même plus grand et enfin il est quand même très fin. Mais comme je dis, je pense qu'il s'améliore et il est toujours sur un axe de progression. Et puis on a pu voir, notamment sur la série de playoffs contre les Cavs, qu'il peut quasiment terroriser des guards adverses, quoi. Oui. Oui, c'est ce qui est intéressant, c'est le profil physique en fait qui est assez monstrueux, et c'est le cas depuis longtemps, hein. D'ailleurs, il était gros lycéen à l'époque, il n'est pas passé par la NCAA, mais qui se fait quand même drafter. Vraiment, il y a un côté physique où il est très très grand, très très long. Pas non plus mobilité de Draymond Green, mais il est tellement grand qu'il n'y a pas besoin, quoi. Il est juste assez mobile, et ça peut être intéressant. Après, tu vois, c'est vrai que je trouve que c'est un bon protecteur de panier, mais je le mettrai pas dans le même chapeau que d'autres, par exemple, d'autres d'élite. Je veux dire, je pense que justement, c'est plus un playmaker, on va dire, quelqu'un qui fait de très bonnes actions et qui est capable d'effacer des tirs au panier ou ce genre de choses, mais qui va être moins pour l'instant, hein, parce qu'il peut-être il est encore jeune ou quoi, mais pour l'instant il est encore moins dans le sens du détail, le placement, le timing, et du coup comment dire, il y a pas non plus aussi un côté précision ultime et intimidation, on va dire, le fait d'empêcher beaucoup de tirs au panier parce qu'il est bien placé, parce qu'il y a le bon angle qui est couvert, etc. Je trouve qu'on est plutôt encore sur un profil qui va effacer les tirs au panier plutôt que l'intimidateur à la Rudy Gobert, qui va vraiment faire que le meneur il arrive dans la raquette, il se dit ah non, je fais demi-tour, je peux pas prendre mon tir, quoi. Ouais, non, je suis plutôt d'accord avec toi, même si je trouve que ça s'améliore quand même d'année en année. Ouais. C'était quand même, enfin, ce que tu décris, c'est toujours un peu le cas. Mais quand on prend ces saisons rookie, sophomore, enfin, il y a quelques années, c'était vraiment que ça, la recherche constante du play défensif. Comme j'ai dit, quitte à manger la feinte et de se prendre faire une faute, quoi. C'est que il était dans la recherche des 7 blocs par match, quoi. Là, c'est vrai qu'il a un peu changé son fusil d'épaule. Alors, il a encore pas mal d'axes d'amélioration. Notamment, je pense que son QI défensif n'est pas celui de Gobert ou d'autres protecteurs d'arceaux qui eux savent comment contrôler un meneur qui attaque sur eux. Lui, il a encore des progrès à faire de ce côté-là, mais moi, ce que j'apprécie, c'est une progression constante. C'est pas tous les jeunes prometteurs défensifs
qui progresse année après année, quoi. Ouais. Oui, je pense que avec ses mensurations, il pourra ou il pourrait devenir à terme peut-être un des tout meilleurs de NBA, mais je pense qu'on n'est pas encore à ce niveau-là, quoi. Je suis d'accord. Il y a pas ce niveau de précision. Je trouve qu'en termes de réactivité aussi, parfois c'est comme tu dis, parfois il va sur des feintes un peu tôt, ou alors il y a des fois au contraire il réagit un tout petit peu trop tard, mais à quel point ça peut être comblé par un peu plus de technique et de positionnement et ce genre de choses. Et si tu devais un peu nous définir son impact et son rôle offensif aussi, du coup. Offensivement, alors ça s'est surtout beaucoup vu pendant les playoffs, mais c'était déjà le cas pendant la saison. En fait, c'est un énorme gobeur de rebonds offensifs. Ouais. Ce qui est très important dans une équipe comme New York, quand on voit l'efficacité de certains joueurs, c'est vrai qu'on ne crache pas sur le fait d'avoir d'avoir 5, 6 ou 7 possessions de plus. Donc non, c'est avant tout ça. Et sinon, c'est vrai que ça reste j'ai pas envie de dire un pivot classique, mais c'est un pivot qui, dès qu'il faut poser la balle au sol, c'est compliqué. Il a pas forcément de sens le sens de la passe. C'est vraiment du catch and finish pur et dur, quoi. Après, il fait plutôt bien. Il a une belle finition verticale. Il finit pas mal de alley-oop, ou même ça lui arrive de gober le rebond offensif et de remonter immédiatement, même si au niveau de ses appuis ou de juste la qualité balle en main, c'est pas super. Il arrive quand même à finir certaines actions quand il y a besoin. Par contre, comme beaucoup de pivots de ce profil, c'est vrai que dès qu'il prend un petit peu plus de vitesse pour finir, et qu'il y a un bras qui traîne et qui finit sur la ligne des lancers francs, c'est vraiment de très basse qualité, quoi. Donc c'est là que c'est un peu plus problématique, parce que il y a plus de hack, mais ça aurait été le profil parfait à hack, quoi. donc voilà. Après, ce que je trouve intéressant, c'est que tu parlais de profil un peu simple de catch and finish. C'est vrai qu'on est là-dedans, hein. On est le mec hyper grand, explosif, qui va pas faire du dribble, qui va pas faire de passe, profil très sobre de catch and finish, avec d'ailleurs une incroyable efficacité sur tout ce qui est roll, du pick and roll. Donc quand tu poses l'écran et que tu plonges, deuxième meilleur de NBA derrière, parmi les intérieurs, derrière Luke Cornett. Mais qui est avec un volume encore plus bas. Donc je sais pas si ça compte. Mais tu vois, même Robinson, il finit par match que 0,7 possessions par match en moyenne sur des rôles. J'aimerais bien que ce soit un peu plus, mais je sais pas à quel point c'est lié aussi au spacing peut-être d'Enix, mais il y aura peut-être de la valeur à gratter là-dessus, parce qu'il est tellement incroyable. Il est à 1,65 points par possession sur des rôles. C'est immense, hein, sur des tirs qui sont à 2 points, donc il est à 1,65 en moyenne. Mais donc il y a cet aspect-là, et là où je trouve qu'il est intéressant, c'est que c'est plus que simplement le pivot de catch and finish, justement, parce qu'il apporte vraiment c'est pas juste qu'il est un peu au-dessus de la moyenne, c'est qu'il y a un vrai plus sur ce côté rebond offensif. Et pour moi, c'est une deuxième corde à son arc, que n'ont pas tout ce genre de profil parfois de catch and finish, de juste le mec qui pose l'écran, qui fait de la verticalité. Lui, il a ce deuxième truc en plus, il le fait extrêmement bien, sur à peu près d'ailleurs tous les chiffres qu'on peut regarder. L'impact est assez énorme, hein. Par exemple, les chiffres on-court, donc quand lui est sur le terrain, le pourcentage de rebond de l'équipe, il est de 32%, ce qui est dans le 93e centile, mieux que 93% des autres joueurs à son poste ou autres équipes. Le nombre d'actions générées après des manqués, c'est-à-dire que sur 100 tentatives manquées, les Knicks génèrent 23 possessions nouvelles sur 100 tirs manqués, c'est dans le 95e centile, encore une fois, quand lui est sur le terrain. Et c'est d'autant plus important, je trouve, que il y a un effet stratégique, mais justement, lui est très bon parce qu'il vient faire que la stratégie de New York marche. New York est une équipe qui est élite au niveau des rebonds offensifs, et c'est clairement la fameuse bataille des possessions, comme tu dis aussi, parce qu'ils ont des scores inefficaces, mais il y a aussi cette stratégie d'aller chercher un maximum de deuxième chance, et lui est élite dans l'exercice, et en plus, il est dans des schémas qui l'encouragent, ça. Donc je pense qu'il y a pas mal de valeur aussi à gratter de ce côté-là, en fait. Ouais, c'est ça. De toute façon, on l'a bien vu, notamment pendant la série de playoffs contre les Cavs. C'est que c'était c'était vraiment la stratégie new-yorkaise. C'est que, tu te débrouilles au rebond. Et puis, comme on l'a dit, en fait, il est tellement, même pour un pivot, il est tellement imposant physiquement,
En plus de ça, il a un bon sens du placement et il se durcit un peu parce qu'il était pas, je vais pas dire soft il y a quelques années, mais voilà, il se durcit de plus en plus, il tombe moins, enfin il garde sa position plus longtemps. Il est beaucoup plus épais aussi, je trouve, hein. Ouais, Plus épais qu'au début. C'est ça, c'est que ouais. Et puis et surtout, il est plus épais et on a l'impression encore qu'il est un petit peu fin, c'est dire à quel point il est grand en fait, grand avec des bras immenses. Et puis ça rejoint un peu ce que tu disais sur le côté offensif, sur le catch and finish. En fait, c'est que en un pas ou deux et il allonge les bras, il est la tête dans l'arceau quoi. C'est que il a très peu de marge d'erreur au niveau de la finition. Donc c'est vrai qu'il a un physique très intéressant et qui justifie pleinement la stratégie offensive des Knicks pour le moment quoi. Et donc classement, où est-ce qu'on l'imagine? Alors, où est-ce que je l'avais mis? Alors moi, forcément, j'ai regardé les autres joueurs du même profil qui étaient dans le classement. Donc j'avais Capella. Je savais pas trop où le placer par rapport à Capella. Moi, je m'étais dit, alors toujours avec cet état d'esprit de tes propres joueurs, ne pas avoir trop envie de les surclasser. Je pensais entre Capella et Grant Williams. D'accord, ok. Bah alors, du coup, on est dans la même zone à peu près. J'avais aussi comme point de repère Potel et Capella, bien sûr, qui sont un peu des pivots défensifs. Ouais. C'est vrai que on peut se poser la question par rapport à certains 3&D de genre KCP ou Grant Williams ou McDaniels, mais c'est vrai que tu vois, par rapport à Capella, j'ai presque envie de le mettre au-dessus de Capella en fait. Bah plus on en parle, plus je pensais à ça aussi. Bah parce que Capella a aussi les mêmes limites il peut pas trop faire un dribble, il peut pas trop passer. Je pense que Capella est un peu meilleur en termes de défense et de rayonnement défensif, mais le problème c'est que Capella il joue 26 minutes par match quoi. Donc Mitchell Robinson il en fait 27. Je veux dire, c'est pas comme si Capella était genre à 30-35, un rayonnement défensif sur un statut et un temps de jeu énorme quoi. Donc il y a cet aspect-là toujours avec Capella. Surtout quand tu rajoutes le côté rebond offensif de Robinson. Ça me va de le mettre à peu près dans cette zone. Après, j'aurais du mal à le mettre au niveau de Potel, qui a un peu plus de toucher, un peu plus de création. Il peut faire un peu plus de choses, mine de rien, tout en étant d'ailleurs tout aussi intéressant défensivement. Donc, on peut le mettre entre les deux si ça te convient. Ouais, ça me va parfaitement, parce que c'est vrai que Potel paraît moins brut balle en main, quoi. Ce qui fait que Robinson serait devant un autre Knicks, Quentin Grimes, 41. Ça te choque pas? Non, ça me choque pas, parce que vous en aviez bien parlé avec mon compère Azad. Enfin, il est pas mal. Grimes, c'est vrai qu'il est très intéressant en tant que connecteur, etc. Mais il a encore pas mal d'axes de progression défensivement. C'est pas encore l'élite à son poste. Alors c'est un très bon shooter à terme. Je pense que ça pourrait devenir un encore plus excellent shooter enfin quand il aura plus de munitions. Mais non, ça me choque pas. Et puis en plus, il a pas. Enfin, je me rappelle plus de son temps de jeu, mais je crois que ça devait. Ah non, si, il y a eu des matchs en playoff où il a beaucoup joué, mais en saison régulière, je me rappelle plus. Donc, je vais pas trop juger son profil, parce que je me rappelle plus exactement du temps de jeu. Mais non, ça me choque pas qu'il soit au-dessus. Et puis on en revient à la même question, c'est est-ce que malgré les quelques défauts de protection d'arceau qu'on a évoqué avec Mitchell Robinson, est-ce que c'est pas plus intéressant que quelqu'un qui défend sur les postes extérieurs et qui n'a pas de création balle en main, quoi. Ouais. Ok. Et donc, petit quiz pour finir. Nous sommes le 24 octobre 2023, donc tout début de saison. Et c'est un contre que j'ai trouvé assez intéressant, parce que il contre un jump shot de Bol, ce qui n'est pas hyper facile à faire, hein, avec Bol aussi très grand et très long. Mais est-ce que tu es capable de citer des joueurs sur le terrain au moment de ce Knicks Orlando où Mitchell Robinson bloque contre un jump shot de Bol? Ok, alors on va commencer par les Knicks. Donc Brunson. Oui. Barrett. Oui, Barrett. Est-ce que c'était avant le bench de Fournier? Fournier n'est pas sur le terrain en tout cas. Ok. Randle. Oui. Robinson. Et donc il manque un poste 3. C'était qui? Grimes, qui était déjà là, ou il était blessé? Non, ce n'était pas Grimes, ce n'était pas Fournier. Cam Reddish.
Exactement, Cam Reddish. Alors ça, là, on reconnaît le fan des Knicks qui se souvient de Cam Reddish. Ouais, c'est avant le, il y a eu une période où Grimes était blessé. On a enchaîné les postes 3, pas exceptionnels. Et donc, côté Orlando, donc, Bol, est-ce qu'il y avait Banchero? Oui. Fultz? Il n'y avait pas Fultz en début de saison, il était blessé. Ok, donc alors ils ont qui sur la ligne arrière? Ils ont Cole Anthony? Non, pas sur le terrain au moment du bloc. D'ailleurs, il n'y a pas de meneur. Ok. C'est un ailier qui joue point forward, on va dire. Ok. Alors, je vais réfléchir, je vais faire les joueurs dans l'ordre. Wagner? Oui, Franz Wagner, oui. Ok. Il y a un shooter qui a fini à Phoenix sur la fin d'année. Il a été transféré à Phoenix. Il a joué en playoff à Phoenix d'ailleurs. Un ancien de Toronto. Petit shooter. Ça me dit rien. Ah ben, ce n'est pas Joey, ce n'est pas Chandler, c'est... Ah, Terrence Ross? Exactement. Oh, j'avais oublié l'existence de Terrence Ross. Bah, okay. Tu vois, tu regardes Friends finalement. Ouais, non, mais c'est des noms qu'on connaît tous un peu, quoi. Et après, le dernier, il est compliqué. Je vais en tenter un pour le boss, Jérémy, Gary Harris. Non, c'est pas Gary Harris, mais c'est un arrière comme ça aussi. Si je te dis lieu de vacances pour les New-Yorkais très riches, ça te parle ou pas? Ah non. Non. Il a le même prénom que Barrett. Alors ça t'aide ou pas? Ah, Hampton, R.J. Hampton. Exactement, R.J. Hampton est sur le terrain au moment de ce contre spectaculaire de Mitchell Robinson sur Bol Bol, qui lui-même d'ailleurs depuis est à Phoenix. Mais c'est une autre histoire. Et donc on avance pour notre 4e joueur du jour. On peut aller sur Darius Garland, si tu veux bien, que tous les deux d'ailleurs on avait 2e de la QV, si je dis pas de bêtises. Ouais, exactement. 36 minutes par match pour Garland, 69 matchs, 101 de true shooting plus, donc plus 1% par rapport à la moyenne, sur 27% d'usage, l'usage de Basketball Reference, donc un volume de responsabilité que sur le scoring. Évidemment, il fait aussi beaucoup de passes, donc ce n'est pas pris en compte là-dedans, mais bref, c'est vrai que bon, il y a peut-être une fin de saison un peu décevante avec les playoffs, mais on est, mine de rien, sur un des meilleurs jeunes meneurs de NBA, de toute la NBA même. Ouais, c'était une saison très intéressante pour Garland, parce que déjà, je crois, enfin, je suis même sûr, c'est la première saison où il avait un joueur, on va dire, de ce calibre à côté de lui sur les lignes arrière. Donc c'est quand même un changement, enfin en parlant de Mitchell, donc c'est un changement qui était plutôt intéressant à observer, et il l'a plutôt bien comment dire, encaissé, si je puis dire, parce que que ça soit, donc déjà comme tu l'as dit, que ça soit au shoot, il a une efficacité positive. En plus de ça, c'est un très gros créateur pour les autres. Alors au shoot, ouais, il est longue distance, j'ai vu, il était à 41%, donc ce qui est quand même un très haut niveau de performance. Alors la question avec Garland, elle reviendra aussi défensivement, c'est qu'il a quand même un physique assez frêle, qui l'empêche d'apporter cette double menace shoot extérieur, pénétration. Enfin, il en fait, mais il est pas élite dans ce domaine, mais il compense pas mal avec une création pour les autres qui lui permet de rentrer dans la raquette et lâcher le ballon soit à ses deux intérieurs ou des joueurs dans les corners ou relâcher pour Mitchell. Et donc ça donne quand même une saison très intéressante, je trouve. Alors j'ai pas trop de souvenirs de son jeu off-ball, parce que c'est vrai qu'il a quand même un gros joueur, un autre gros porteur de balle à côté de lui, mais peut-être que toi tu as plus de billes à ce sujet. Bah, j'ai pas de chiffres de sortie d'écran ou de trucs comme ça. Je peux aller vérifier en 2 clics, mais ce qui est vrai, c'est que
il pourrait faire plus, mais en même temps, c'est un truc qu'on peut dire de tout le monde qui ne s'appelle pas Stephen Curry, en fait. Quand on a un profil comme ça, on a toujours envie de dire, il pourrait faire plus, hein, bouger sans ballon. Je pense qu'on n'est pas du tout sur ce côté shooter off-ball qui va créer du chaos de par son mouvement. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, c'est un shooter d'élite qui, on a vu, il n'y a eu aucun problème pour jouer et être aligné sur des line-up avec Mitchell, ou c'est Donovan Mitchell qui a le ballon. Ça, c'est assez évident. 41% à 3 points cette année sur plus de 6 tentatives. On est encore sur un shooter de très haut niveau. D'ailleurs, même sur les pull-up à 3 points, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est c'est un vrai joueur de pull-up, et notamment le pull-up à 3 points. 39% d'efficacité sur les pull-up à 3 points cette année. C'est tout simplement 12e de toute la NBA sur les volumes à plus de 2 par match, 2 pull-up à 3 points par match. Donc voilà, on est vraiment sur quelqu'un qui a du shoot et qui, je trouve, l'utilise plutôt pas mal. On n'est pas non plus... tu vois, si on devait faire des comparaisons, il bouge plus que Trae Young, il bouge plus que certains joueurs comme ça, quoi. Donc il y a ce côté shoot un peu en mouvement qui est utile. Et tu parles aussi des drives. C'est vrai que c'est un aspect important. C'est que en termes d'efficacité sur drive, si on prend les joueurs avec des gros volumes de drive, il est 27e sur 48. Voilà, donc il est à peu près dans la moyenne parce qu'il y a des limitations de taille. Il joue en dessous du niveau du panier. Il a un très bon toucher de balle, mais voilà, forcément avec sa taille, il n'y a pas les mêmes qualités de lay-up. Il va pas non plus beaucoup sur la ligne des lancers francs. D'ailleurs, il est plutôt moyen dans l'exercice. Ça aussi, je pense, c'est peut-être un peu lié avec le profil physique. Donc, mine de rien, en termes d'efficacité, on est dans la moyenne, on va dire, en termes d'efficacité sur drive. Mais par contre, il en fait énormément des drives. Et c'est ça qui peut un peu ressortir du lot, c'est qu'il est à plus de 17 drives par match, mais finalement sans prendre énormément de tirs en fin de drive, parce que c'est aussi un moyen pour lui de créer, de pénétrer pour créer du jeu. Et ça aussi, c'est un point important, c'est que c'est un des meilleurs passeurs de NBA, moi je trouve en tout cas. Oui, carrément. C'est, au niveau de la création pour les autres, c'est du très haut niveau. Et puis, c'est assez intéressant quand on regarde, parce que le pendant d'une forte création pour les autres, c'est souvent, pour les jeunes, ça arrive très souvent, c'est des niveaux de perte de balles très hautes. Les années passées, alors j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais il était vraiment dans le fin fond de la ligue en termes de ballons perdus. Et puis là, il y a eu une nette amélioration cette année en termes de perte de balles. Alors c'est toujours pas Chris Paul, mais s'il continue à maintenir ce rythme de passes décisives et juste de création pour autrui, en commençant à pas mal limiter ses pertes de balles, c'est vrai que c'est un profil qui va devenir de plus en plus intéressant, quoi. Ouais. Oui, et puis encore une fois, je pense que c'est là où le profil est intéressant, c'est que on a des qualités de passeurs qui, pour moi, sont vraiment assez exceptionnelles. Tu vois, même si on le compare à d'autres jeunes meneurs de NBA, pour moi, en termes de créativité et de passing, on est au-dessus de ce que peut faire un SGA, par exemple, de ce que peut faire vraiment la créativité pure, des Ja Morant, des De'Aaron Fox. Pour moi, avec Garland, on est clairement au-dessus. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être pas l'impact que peut avoir certains autres sur drive, notamment SGA ou Ja Morant, qui ils sont moins bons passeurs intrinsèquement, peut-être sur les passes en elles-mêmes, mais ils créent aussi beaucoup plus de danger parfois, ou de décalage de par l'impact sur drive. Mais Garland a vraiment ce côté très très créatif pour moi, avec des lectures avancées, avec des manières de délivrer le ballon très variées et très précises et très impressionnantes, avec une variété d'angles de passe et un bon toucher de balle aussi sur les passes. Donc il y a ce côté-là, sur drive, il est capable, plus que génial, mais il a aussi la dangerosité que n'ont peut-être pas aussi d'autres dans le périmètre, notamment sur les pick and roll ou des trucs comme ça. Donc, ce qui fait que, comme c'est un joueur de pull-up, la défense est un peu obligée de sortir sur lui sur des pick and roll, par exemple. Donc ça aussi, ça peut libérer des espaces, tout comme des gros drivers à la Ja Morant, ça peut aussi libérer des espaces sur drive. Donc je pense qu'on a vraiment affaire à un passeur d'élite, quoique, peut-être la légère nuance que je mettrais, c'est encore une fois au niveau de la taille, où la créativité est excellente, mais on a aussi vu qu'en playoff, il n'a pas autant peut-être ce côté implacable quand on a toute une défense qui se resserre autour de lui, parce que Cleveland n'avait pas un bon spacing, donc ça permettait aux Knicks un peu de surcharger le terrain autour de Mitchell ou de Garland. Mais voilà, on est vraiment sur de la petite nuance de, certes, la créativité est de très très haut niveau, mais parfois il y a certains angles de passe qui ne sont pas disponibles pour lui, parce que ça reste quand même, mine de rien, un meneur pas non plus hyper grand, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit. Et c'est vrai qu'il a un shoot mi-distance
qu'il utilise beaucoup et qui lui permet d'enclencher ce qui ressemble à un drive et de pull-up à une certaine efficacité. Et donc c'est vrai que ça amène entre le drive où il est moyen sans être excellent, mais il peut y aller avec le shoot à 3 points où c'est, comme on l'a dit, du très haut calibre, que ce soit en catch and shoot, que ce soit en pull-up, avec les mi-distances que en pull-up ou juste la création pour autrui. C'est vrai que ça lui fait une palette offensive plutôt variée et enfin, il a à chaque fois plusieurs options, plusieurs tirs, plusieurs flèches à son arc. Au niveau de la défense, comment tu le trouves? Bah alors là, c'est là où enfin la question du physique revient une nouvelle fois. C'est que il est quand même en difficulté. Je me rappelle sur certains écrans de Mitchell Robinson, il avait du mal à les encaisser. Alors je sais pas s'il est aussi catastrophique que des Trae Young ou ce genre de joueurs, mais je pense que enfin, en tout cas son apport est pas positif défensivement, quoi. Ouais. J'avoue que pour moi on est quand même assez loin de ces joueurs très mauvais en défense. Il y a peut-être certaines limitations de taille, mais on est sur quelqu'un qui je trouve a plutôt un bon niveau d'implication, de technique défensive, etc., qui se bat bien, mais c'est juste qu'effectivement il a peut-être pas la polyvalence parfois de switcher sur des gros ou d'avoir un impact par exemple sur la défense sans ballon, de protection du panier, sur certaines rotations ou rebonds. Mais pour moi on est sur quelqu'un qui maximise ses capacités, et je pense qu'en playoff ça peut être plus facilement ciblable. Je sais pas si le mot est français, excusez-moi. Il peut être ciblé en tout cas, mais clairement sur une saison régulière, je trouve on doit être au niveau moyen de NBA assez facilement, je sais pas, mais grosso modo sur un rythme de saison régulière où il n'y a pas non plus des attaques qui vont justement le cibler. Ça, je trouve qu'on est sur quelqu'un de pas du tout inintéressant et assez loin de certains noms qu'on ne citera pas, mais qui parfois sont pas très impliqués, quoi. Donc il y a ce côté-là. Et puis je crois qu'on a à peu près tout dit. Tu me dis, tu m'arrêtes s'il y a des choses à rajouter. Non. Mais sinon, on peut continuer à en discuter avec le classement. Et donc, classement. Ouais. Alors, moi, je l'imaginais. En fait, ma fourchette basse, Ouais. c'était Zach LaVine. D'accord. Ok. Donc, et après la question c'est où tu montes, parce que je le voyais je pense que moi là d'instinct je l'aurais mis entre Jaylen Brown et Zach LaVine. Après ça peut monter un petit peu, mais j'ai du mal à le voir en dessous de LaVine DeRozan. Oui, moi j'ai du mal à le voir en dessous de LaVine DeRozan qui sont 17e et 18e actuellement. Mais j'avais même pour moi la fourchette basse c'était un peu Jamal Murray. Ah oui, ok. Numéro ouais, 13. Ou alors c'est peut-être que Jamal Murray est trop haut. mais c'est vrai que j'accorde plutôt pas mal d'importance à sa création collective. Et la fourchette haute pour moi c'était absolument Donovan Mitchell par exemple. Où je pense que nettement Mitchell enfin je sais pas ce que t'en penses, mais au niveau des Cavs, Mitchell quand même reste le meilleur joueur. Ouais, je suis d'accord. Avec un côté efficacité, un côté grand volume. Après, Mitchell n'a pas un côté de création collective de haut niveau, et c'est aussi là-dessus que je donne pas mal d'importance à Garland. C'est ce côté, il a plutôt efficace au scoring, il est au niveau de la moyenne, mais en plus avec un très très gros volume de création. Les chiffres d'impact collectif avec et sans lui ça se ressent en fait, avec ce côté création collective. Donc pour moi, il y avait clairement un duel dans ma tête un peu avec De'Aaron Fox en fait. Ouais, ok. Je vois. Alors, Toi, ça te choque le duel avec Fox? Non, en fait, non. En regardant le duel avec Fox me choque pas, mais est-ce que Fox n'est pas quelques places trop haut? C'est ça la question. C'est que tu m'as demandé en début d'épisode comment c'était au niveau du haut du classement, et ça m'a pas choqué plus que ça, mais là, en fait, m'imaginer Garland à côté, je sais pas. En fait, moi, j'avais vraiment un biais avec surtout Paul George et Gobert, donc qui entourent De'Aaron Fox, sur vraiment moi un côté défensif bien plus important. Sauf Gobert avec la rim protection et Paul George avec ce côté two-way. Est-ce que mettre ici Garland,
Non, en soi, non. Enfin, moi, je le verrais peut-être, ouais, entre Gobert et Murray, par exemple. Sinon, je te dis, moi j'hésitais entre Fox et Gobert. Si on peut les réinverser et comme ça nous fait un tir groupé Fox, Murray, Garland. Ouais, je vois plus quand même Gobert au-dessus de Fox. Alors, j'ai pas réétudié le cas de Fox, mais comme ça, d'instinct, je dirais quand même Gobert juste au-dessus, ouais. Et là, ce serait pas mal, c'est vrai. Je crois que dans l'absolu, je préfère Garland. Je crois, mais après, je suis aussi très très haut sur le passing, comme tu l'entends depuis tout à l'heure. Je pense que dans l'absolu, je prendrais Garland, mais ça s'entend sur la saison 2023 d'argumenter aussi que Fox a été plus efficace, avec peut-être un rôle un peu plus important dans le système des Kings, un peu meilleur en défense. Ça peut m'aller. Mais disons que je vois le pic de Garland sans doute dans l'absolu taper plus haut, mais pour 2023, ça peut m'aller, ouais. En effet. Donc Paul George, ensuite Rudy Gobert, ensuite Fox et ensuite Garland et Murray. Exactement. Ouais. Si ça me semble pas mal. Ouais. Après, il y a toute la difficulté de est-ce que Murray, on parle du vrai Murray ou on parle du Murray des playoffs. C'est autre chose, mais ok, faisons comme ça. Donc, ce serait autour de la 12e, 13e place. Et donc, petit quiz pour finir. Alors, étonnamment, il n'y a pas beaucoup d'actions très marquantes avec Garland. Il n'y a pas de trucs hyper flashy, il n'y a pas de dunk, il n'y a pas de buzzer beater cette année. Mais j'ai quand même pris une action marquante qui est un pull-up à 3 points contre les Knicks pour le match 2, victoire des Cavaliers contre les Knicks, c'est la seule victoire en playoff, donc un match à 32 points et c'est un pull-up à 3 points qui vient un peu sceller le sort de ce match-là. Nous sommes le 18 avril 2023, donc est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de ce pull-up à 3 points qui clôt le sort du match 2? Alors, Garland, Mitchell, Shedi Osman, Mobley, Allen. Non, il n'y a pas Cedi Osman. Donc il y a Garland, Mitchell et Mobley. Ah bah non, Caris LeVert. Caris LeVert est là, en effet. Okay. Et le 5e. Alors là. Est-ce que. C'est quelqu'un qui a commencé à Cleveland sa carrière. Mais je pense que tout le monde l'a oublié. Il jouait avec LeBron James en 2010 à Cleveland. Oula. Mais il a été connu par la suite, en fait. Il est connu comme un des meilleurs 3&D de toute la NBA sur la décennie des 2010. C'est la série que j'ai le plus suivie. J'ai complètement oublié l'existence de ce gars. Il a dû sortir juste juste pour le shoot, parce qu'il me dit rien du tout. Je t'ai perturbé avec l'indice LeBron James 2010 au Cavs, non? Ah ouais, ça me dit rien du tout. Si je te dis les Spurs et les Raptors. Ah, Danny Green. Exactement, Danny Green est sur le terrain. Ah ouais, j'ai complètement oublié. Et côté Knicks, je vais être classique. Alors, il doit y avoir y a Brunson, peut-être. Oui. Grimes. Pas Grimes, non. Ok. Bah, Barrett. Pas Barrett non plus. Non. Ok. Josh Hart. Oui, Josh Hart est là. Randle. Oui. Robinson. Non, le backup. Ok, donc Hartenstein. Oui. Et donc, il manque le poste 3. Barrett. Si je te dis quotient intellectuel, exactement. Ouais, okay. Emmanuel Quickley. QI, IQ. Ouais, Emmanuel Quickley. Voilà qui est sur le terrain au moment de. Tu vois, je suis gentil, en plus je t'ai mis un quiz Knicks alors que. Ouais, c'est pour compenser l'horrible premier quiz. Et encore, t'as pas vu le dernier. Avançons donc cinquième et dernier joueur du jour, Anthony Davis, la cerise sur le gâteau, je pense on l'avait tous les deux, premier de la QV du jour, 34 minutes par match, 56 matchs pour Anthony Davis, 108 de true shooting plus, sur 28% du dage, un gros volume de jeu et de responsabilité pour Anthony Davis cette année. Très simplement, on est sur une grosse saison de la part d'Anthony Davis, on a été un peu habitué à parfois des irrégularités, mais là en 2023, on est sur une bonne année. Ouais, c'est
une année de très haut calibre, que ce soit d'un côté du terrain ou de l'autre. Alors c'est toujours en fait ce qui est hyper intéressant avec Anthony Davis, c'est qu'il a un peu un profil, j'ai pas envie de dire parfait, mais l'intérieur modèle quoi. Il a, que ce soit offensivement, il a du ball handling comme beaucoup n'ont pas. Il peut se créer ses propres shoots, il peut partir de la tête de raquette et aller seul au panier. Il peut jouer au poste. Enfin voilà, il est quand même du haut niveau au lancer franc. Et souvent, les profils de ces joueurs-là, de l'autre côté du terrain, bah, ils sont un peu plus en difficulté. Et lui, c'est tout le contraire. Alors, je sais plus s'il était dans le, où est-ce qu'il était classé, s'il y avait enfin, dans les All Defensive Team, mais bon, c'était un candidat au moins aux élections finales. Donc non, c'est un profil très très intéressant. Comme tu l'as dit, en plus avec une efficacité de très bonne efficacité, parce que 108 c'est franchement du haut niveau. Alors moi ce que je trouve intéressant, c'est que contrairement à plein de comment dire de joueurs de son poste et de son profil, on peut dire, il a pas cédé au virage à 3 points. Ça reste un joueur qui joue dans la raquette, qui utilise son jeu d'appui, qui utilise sa qualité juste de finition proche du panier. Et c'est quand même assez intéressant. En plus de ça, il a fait une grosse, enfin la post-season a été de grande qualité. Il a su compenser les quelques manquements, que ce soit physique ou juste les absences de LeBron. Donc non, très grosse saison d'Anthony Davis. Je pense qu'il va être plutôt haut. Oui, et puis je pense qu'il y a cette double casquette qu'on a bien vu en playoff en fait. Bon, le côté offensif, on le connaît, même s'il y a encore une fois, toujours un peu d'irrégularité. Mais la défense, on est vraiment sur un joueur d'élite qui a montré en playoff pourquoi c'était la fameuse licorne, notamment défensive, qui peut à peu près tout faire à tout le monde. Mais tu vois, même sur l'attaque, en fait, je trouve qu'on a eu une plutôt bonne saison, et ça se voit d'ailleurs au niveau de l'efficacité, où il fait ses meilleurs chiffres d'efficacité quasiment depuis 2020, je crois, le premier titre des Lakers en 2020. Il a traversé quand même quelques 2-3 années un peu compliquées avec des blessures, pas mal de matchs manqués, etc. Mais là, je trouve qu'on a eu le vrai Anthony Davis. Bon, que 56 matchs sur 82, donc pas non plus, voilà, mais ça reste Anthony Davis. Mais sur les fois où il a été là, pour le coup, il a été très efficace, avec en plus ce côté, lui, c'est pas qu'un finisseur hein, non plus. Hein, tu vois, pourcentage de paniers assistés, on est à 65%. Il y a quand même ce qui peut paraître haut, mais finalement pour un intérieur, quand on prend en compte tous les dunks parfois qu'il peut avoir sur la verticalité ou quoi. Voilà, il y a aussi pas mal de création, c'est ça que je veux dire, pardon. Et puis domination au niveau du panier, des longs tirs à 2 points aussi, ce qui est en fait le spacing que lui apporte, c'est ce petit pick and pop sur les longs tirs à 2 points qu'il ne peut pas totalement apporter à 3 points. C'est un peu ça qui est dommage, mais en même temps c'est quand même pas mal, avec de la création en poste bas, avec une capacité d'évoluer dans le périmètre, le passing, etc. On connaît quand même assez bien, mais ce qui vraiment, je trouve, fait qu'on a un joueur d'élite, c'est pas tant le profil offensif en lui-même, ou si on devait juste classer sur l'attaque, il serait peut-être un peu plus bas. Mais là, quand on rajoute la défense, c'est vrai que, je sais pas comment tu le situes à peu près aujourd'hui dans les hiérarchies NBA, mais pour moi, on a quelqu'un qui a fait une des 3, 4, 5 meilleures saisons défensives de toute la NBA, en fait. Ah oui, non, je suis complètement d'accord. Son repositionnement sur le terrain lui a été, je pense, grandement bénéfique, même il n'était pas trop d'accord au début de passer en 5. Mais ouais, en fait, ce qui est ultra intéressant, c'est que t'as l'impression qu'il peut tout faire défensivement. Il peut apporter la rim protection. Il est un gros playmaker. Parce que je crois que, alors j'ai plus les stats exactes, mais je crois qu'il était dans le meilleur pourcentile au contre. Pour son poste, c'est aussi un gros intercepteur. Il a les mains très actives. Quand quelqu'un est au poste bas, tente au poste bas ou se rapprocher de la raquette, et qu'il n'est pas très agile avec ses mains, il intercepte très très facilement le ballon. Enfin
dans les Lakers actuels, il peut switcher pas mal, enfin même beaucoup. Donc non, c'est un profil quasiment idéal, quoi. C'est l'intérieur, quasiment l'intérieur parfait pour défendre. Et oui, comme on l'a dit, en plus quand t'apportes l'aspect offensif derrière, alors oui, c'est pas Kevin Durant, mais enfin ça fait un joueur complet des deux côtés du terrain, enfin qui est dans le top des deux côtés du terrain, quoi. Ouais. Oui, et puis vraiment le maître mot pour moi c'est la polyvalence en fait. C'est ce Ouais, c'est côté ça. Ouais. je peux être un des meilleurs rim protecteurs de NBA, un des meilleurs protecteurs de panier de NBA, mais aussi, comme tu dis, faire des switches ou avoir de la mobilité pour être dans le périmètre ou face à certains match-up. Enfin voilà, le run de playoff, la diversité d'adversaires qu'il a dû affronter et à chaque fois il y avait une réponse parce qu'Anthony Davis peut tout faire est quand même assez impressionnante et je trouve que on l'a bien vu en playoff, mais en fait c'est ça toute l'année avec Anthony Davis, ce côté polyvalence un peu ultime. D'ailleurs, si les Lakers font une deuxième partie de saison aussi impressionnante, c'est de par leur défense. Ça a été la première défense de NBA sur la deuxième partie de l'année en fait. Hein. Ce qu'on ne devine pas selon les chiffres moyens de toute l'année, mais sur la deuxième partie, on a vu que c'était des chiffres et de net rating et de defensive rating surtout qui étaient d'élite. C'est grâce à lui. Et même, tu vois, même sur des chiffres de toute l'année, on a des stats de présence sur le terrain, donc le on-court défensif quand lui est sur le terrain, le defensive rating est à 110 pour les Lakers. On est sur du 89e centile, mieux que 89% des joueurs à son poste, avec également un rayonnement sur les rebonds et les lancers francs, évidemment. Et puis les chiffres d'efficacité défensive au panier sont évidemment assez impressionnants aussi. Voilà, pour moi, on est sur un des tout meilleurs défenseurs de NBA. Et quand on rajoute en plus avec un côté pas mal de création offensive, même si peut-être le regret de tout le monde, c'est que ça soit jamais devenu finalement un go-to guy offensif. Mais il faut quand même se rendre compte que même s'il n'a pas atteint ce dernier palier en attaque, en fait, on a un des, ou si ce n'est le meilleur défenseur de NBA parfois, qui est en même temps aussi un gros attaquant. Donc il y a de quoi faire finalement un joueur qui va être très très haut classé dans notre top 100 du jour, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que ce sera jamais un porteur de balle ou quelqu'un qui peut lead tout seul une équipe, mais c'est enfin c'est peut-être le réduire, mais c'est le joueur de complément ultime, quoi. C'est que il peut, comme on l'a dit, aussi bien défensivement être aligné avec à peu près tout le monde à côté de lui et défendre à peu près tout le monde en face de lui, et offensivement ça reste un finisseur de grande qualité, et quand ton porteur de balle numéro 1 n'est pas là, il peut se créer pour lui-même des actions quand le besoin s'en fait ressentir, quoi. Donc c'est un peu le gars ultime pour accompagner un porteur de balle, donc surtout quand ton porteur c'est LeBron James, quoi. Donc non, c'est vraiment un profil ultra intéressant. Et donc classement, fourchette haute, fourchette basse. Quelle zone? Alors moi, je l'ai mis en 5 ou 6e, autour de Jason Tatum. D'accord. Donc actuellement, je rappelle, on a Jokic en 1, bon évidemment, Embiid en 2, Kevin Durant 3, Kawhi Leonard 4, Tatum 5 et Jaren Jackson 6. C'est vrai que ma fourchette basse, c'était absolument un peu dépassé, évidemment, James Harden, je pense assez facilement. Et même Jaren Jackson, je sais pas ce que t'en penses, mais du coup, il y a plus d'attaques. Ouais, moi, le plus bas, c'était Jaren Jackson. Je le voyais pas en dessous de Jaren Jackson. Et après, fourchette haute, moi, je le voyais pas au-dessus de KD. Donc après, ça se joue avec Kawhi et Tatum. Mais j'avoue que le profil de Kawhi, je pense, c'est un peu, on va dire, problématique, mais c'est toujours la même chose. On sait pas trop quel joueur on a à chaque fois, quoi. Non, moi je trouvais ça bien juste derrière Tatum, parce que c'est vrai que Tatum, il y a cet aspect two-way aussi ultra important, avec beaucoup plus de création et d'apport offensif primaire, quoi. Alors oui, il n'y a pas l'élite défensive qui est Anthony Davis, mais j'ai préféré privilégier ça. Après, tu me dis tout de suite, il est 4e derrière Durant, je ne contesterai pas, quoi. Non, 4e derrière Durant,
peut-être moi, pas. moi je le mets, moi je le verrais 6e, mais si tu me dis à cet endroit-là, je te contesterai pas. J'hésite à trancher la poire en deux et de le mettre entre Leonard et Tatum. Je sais pas. Toi, tu le voyais où exactement? Non, mais dans cette zone aussi. Hein. Okay. Après, là, c'est une question de. Je pense qu'une pondération positive d'Anthony Davis peut pour moi aller jusqu'à Kevin Durant. Enfin, en dessous de Kevin Durant, mais du coup devant Kawhi. Et une pondération un peu plus mesurée ou négative, ce serait Jaren Jackson. Mais du coup, là, on est sur du micro-détail. C'est pas hyper significatif, les différences, je pense. Mais oui, par rapport à Tatum, c'est vrai que tu vois, Leonard est vachement efficace et en plus initiateur cette année avec de création de passes, etc. Mais Tatum l'est un peu moins efficace, mais en même temps excellent joueur défensif des deux côtés du terrain. Je serais presque enclin à mettre Anthony Davis au-dessus de Tatum ou pas, je sais pas. J'en sais rien. Ouais, là de toute façon, on revient à la question initiale. Enfin, c'est le classement, ça fonctionnerait limite plus par tiers que par place définie, quoi. Après, c'est juste pour une visualisation pour que tout le monde voit, mais au-dessus ou en dessous de Tatum, j'avoue que là je te laisse c'est ton podcast. Moi je suis là juste pour t'aider. Je te laisse choisir. Tu me refiles la patate chaude. Ouais, exactement. Mettons-le en dessous de Tatum. Et comme ça, si peut-être Antoine il viendra sur le podcast, il pourra nous le remonter. Ça lui fera plaisir. Faisons comme ça du coup, entre Tatum et Jaren Jackson. Ok, très bien. Et bien, finissons par un petit quiz. Nous sommes le 22 mars 2023. La date est importante avec les Lakers, hein, 22 mars. Et c'est un dunk contre Phoenix à partir d'une situation de post-up où il se crée totalement le dunk tout seul sur ce post-up, ce jeu au post bas. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de cette action? Alors, côté Lakers, donc Anthony Davis, est-ce que il y avait LeBron? Je pense LeBron, c'est le moment où est-ce qu'il était blessé ou pas? Il n'est pas sur le terrain. Non, ok. Alors, Austin Reeves. Oui. Rui Hachimura. Pas sur le terrain, non. Ok. Vanderbilt. Non, pas sur le terrain, non. Ok. D'Lo. Oui, D'Angelo Russell. Ok, D'Lo, Reeves, Davis. Alors, on va aller dans les mecs un peu... Malik Beasley, tiens. Oui, si je te dis Malik Beasley. Tu vois, moi, Azad, je le connais, Malik Beasley. Et le dernier... Le dernier a été drafté par Washington à l'époque et il a fait le chemin avec Westbrook, je crois. Plutôt un ailier défensif du coup actuellement, alors que c'était pas vraiment sa force à l'époque de la draft. C'était un junior. Troy Brown. Exactement, Troy Brown Jr. Ok, et il m'en manque un? Non, c'est bon, Lakers. Lakers tout bon. Ok, non, c'est bon. Et donc, c'était Lakers contre Phoenix, tu m'as dit? Oui, tout à fait. Donc, KD, Booker, Chris Paul. Chris Paul et Booker, oui, mais Kevin Durant, évidemment pas sur le terrain pour Phoenix. Ayton? Non, pas Ayton, c'est un autre qui se fait un peu postériser sur ce post-up. Alors, qu'ils ont. Est-ce que il y a. Alors, je me rappelle. Je crois que c'est Lansdale, son nom, non? Exactement, Jock Landale. Ouais, Langdale, pardon. Qui est-ce qu'ils avaient d'autres comme parce qu'ils avaient plus beaucoup de joueurs de rotation avec les trades, donc ça doit être des noms un peu perdus. Perdu. On a quand même une légende du basket lab. Torrey Craig. Exactement. Tout de même. Et donc, il me manque un... Et le dernier, alors petite anecdote, il était aux Sixers quand Jimmy Butler est arrivé au moment du trade. Il avait le numéro 23 et Jimmy Butler est arrivé, il a dit non, c'est moi qui ai le 23 maintenant. Et du coup, ce jour-là a dû changer du 23 au 1 pendant sa saison rookie. Et voilà. Et ensuite, il a été échangé, si tu fais le parcours, il est échangé contre Tobias Harris aux Clippers. Donc, il fait des équipes comme ça. Landry Shamet. Exactement, Landry Shamet. C'est Landry Shamet qui est le 5e sur le terrain. Okay. Au moment de ce poster dunk donc de Anthony Davis sur notre ami Jock Landale.
Et donc avant de se quitter, je rappelle le classement. On a inséré Anthony Davis autour de la 5e place entre Tatum et Jaren Jackson. Garland juste en dessous entre De'Aaron Fox et Jamal Murray autour de la 13e place. Klay Thompson autour de la 25e place entre Aaron Gordon et Miles Turner. Mitchell Robinson entre Jakob Poeltl et Clint Capella. On est autour de la 35e place. Et puis Kyle Kuzma, tout en bas du classement devant ce pauvre RJ Barrett. Ils se battent un peu en duel pour savoir lequel va être le moins mauvais, le moins catastrophique. Mais voilà pour les 5 joueurs du jour. Mais en tout cas, merci beaucoup, Ben, d'être venu sur le Basket Lab et sur la Syllab. Merci à toi, c'était un plaisir et un exercice très intéressant, même si loin d'être évident. Exercice qu'on préfère écouter que faire. Ouais, c'est discuter et tout, il n'y a pas de souci. Quand tu arrives à classer, là, t'es content quand t'es juste en train d'écouter le podcast. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, bien entendu. Comme à chaque fois, d'ailleurs. C'est toujours le but, c'est qu'à la fin les épisodes vous plaisent. Mais non, mais blague à part, on commence à avancer tout doucement. On est à plus de la moitié du classement. C'est pas mal. La QV était plutôt intéressante. Si ça vous dit, évidemment, de venir en discuter, on le fait, nous, sur le Discord. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre pour réagir, pour débattre, voire même pour apporter des revendications de classement sur le Discord. Vous savez que, comme pour la 100e l'été dernier, on prend en compte, évidemment, les retours. Et le classement n'est jamais fixe. Même à la fin, il ne sera pas fixe. Et on voudra toujours le modifier. Donc, si ça vous dit, rendez-vous sur le Discord. Sinon, tout simplement, on va se dire rendez-vous la prochaine fois, puisque la prochaine fois, le prochain épisode du Basket Lab, ce sera la 12e édition de la Syllab. On a fini le numéro 11, et on enchaîne avec le numéro 12, avec là encore, d'ailleurs, un nouvel invité à découvrir. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Ben d'être passé sur le podcast, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.